Un bonjour à toutes et tous. J'ai été gentiment invité à vous accueillir, un petit peu en décalage, puisque vous êtes venus dans cette maison mardi dernier, il y a quelques jours. Mais comme il n'est jamais trop tard pour vous accueillir, je vais le faire aujourd'hui. Donc Didier Breton, j'ai la chance de diriger cette MICHA. La MICHA, c'est la Maison interuniversitaire des sciences de l'homme Alsace. Donc les MSH, c'est des structures un petit peu particulières qui n'existent pas ou il n'existe pas d'équivalent, il me semble, à l'étranger. Ce sont des maisons des sciences de l'homme il y en a 22 qui drainent tout le territoire national. Il y en a aussi une en Polynésie qui draine le territoire et qui sont des outils pratiques de mutualisation de lieux. J'y tiens, c'est un lieu, on est une maison. Mutualisation de lieux et de moyens humains et des moyens aussi à travers des plateformes qui sont au service de toutes les chercheuses et tous les chercheurs des sciences humaines et sociales, un petit peu de temps en temps aussi au-delà des sciences humaines et sociales. Donc bienvenue dans ce lieu, vous allez pouvoir profiter notamment des salles et de l'ambiance qui y règne. L'architecte a très bien travaillé. C'est un endroit où la circulation est agréable. Et voilà. Donc les maisons de sciences de l'homme, j'ai regardé un petit peu votre programme. J'ai été assez impressionné. Et je dois dire maintenant absolument merci très sincèrement à toute l'équipe de l'Opus, à Emmeline, à Mélodie et aussi évidemment à Mathieu d'avoir choisi ce lieu, au moins partiellement, pour venir travailler. Je reviens sur les maisons des sciences de l'homme très rapidement. Il n'y en a pas à l'étranger. On a eu une expérience, des velléités à Montréal à une époque, et on a construit ou parrainé, quand je dis on, c'est le réseau national des MSH, parrainé une maison à Bruxelles et une autre à Sfax en Tunisie. Vous voyez, on est un peu dans la francophonie. Merci. Je vais terminer peut-être en disant deux mots, en faisant le lien entre ce qu'est une MSH et votre préoccupation, en tout cas deux de vos préoccupations. La première, c'est les sciences participatives. Les MSH sont investis, un petit peu comme tout le monde, sur cette question des sciences participatives et sciences ouvertes. À Strasbourg, on commence. On a quelques liaisons avec Opus. Je pense que c'est une dimension qui va fatalement, ou j'espère, augmenter, cette dimension sciences participatives et sciences ouvertes. On a déjà un petit peu à la MICHA des expériences, notamment avec un programme qui s'appelle UCLIR pour Université, en campagne contre les idées reçues. L'idée est d'aller inviter des chercheurs à sortir hors les murs, à sortir dans les centres socioculturels, dans les maisons de quartier, et d'aller inviter, essayer de déconstruire des idées reçues en relation avec la population. Donc je pense que c'est un premier embryon de ce qu'on pourrait faire. On est aussi un lieu, on accueille la Fête de la Science, qui est un événement important, donc qui fait venir des personnes de l'extérieur rencontrer les chercheurs. Donc c'est vraiment l'embryon de la recherche participative, mais je suis à peu près certain que dans les années à venir, comme on peut l'observer dans d'autres MSH comme à Lyon, par exemple à Poitiers ou à Montpellier, c'est une dimension qui va augmenter, qui va s'ouvrir. Et puis le deuxième point, c'est la francophonie. Alors c'est un peu plus loin, mais c'est vraiment une dimension qui, moi, je me tiens particulièrement à cœur. Je suis persuadé que si j'étais pas du tout président, mais dans les instances, je mettrais beaucoup d'argent dans la francophonie. Je pense que c'est un point à développer, qu'on sous-estime. Je suis professeur de démographie. En démographie, on a une association qui s'appelle l'Association internationale des démographes de langue française. Et en regardant votre programme, j'ai vu Montréal, j'ai vu Sénégal. On est allé avec cette association à Dakar faire notre colloque, à Montréal faire notre colloque. Et c'est toujours un moment précieux et de partage. Partager cette langue, c'est quand même assez important, surtout quand on évolue dans un milieu international qui est utile et important. Mais quand on se retrouve sur ce dénominateur commun qui est la langue française, c'est particulièrement intéressant. Et à l'EDELF, on a accueilli aussi le colloque en France, à Strasbourg, en 2016. Et donc de vous voir tous ces chercheurs ou participants à la recherche francophone, ça me renvoie à ce qu'on avait fait en 2016. Et les collègues de Montréal, de Belgique, de Suisse, j'ai vu que vous étiez aussi, avaient été ravis de l'accueil à Strasbourg. J'espère que vous avez été aussi ravis. Alors pas de chance, on en parlait avec Mathieu tout à l'heure. Vous n'avez pas un échantillon représentatif, je suis démographe, je ne peux pas m'empêcher, de ce qu'est le temps en Alsace et la météo. Vous n'avez pas de chance. Généralement, il fait parfois assez sombre, mais c'est très rarement pluvieux.
mais je suis persuadé et j'ai cru comprendre que la soirée s'était bien passée hier soir. Donc vous avez pu profiter de cette ambiance alsacienne et de cette belle ville. En tout cas, bonne dernière journée. Et puis encore merci à Opus d'avoir choisi ce lieu pour organiser votre réunion ou votre colloque, je ne sais pas comment on peut dire, de votre réseau récent, mais qui a un bel avenir. Merci. Donc Cyril est salarié de l'association Sciences Citoyennes en tant que chargé de projet et de plaidoyer. Il contribue à l'avancement des travaux de l'association en faveur de la reconnaissance du tiers secteur scientifique, du développement des pratiques de recherche participative et en faveur de la création justement sur les territoires de boutiques de sciences que tu connais très bien, donc il y aura sans doute aussi des liens intéressants entre vous à ce sujet. L'association Sciences Citoyennes expérimente depuis 2016 le dispositif tiers veilleur dont vous avez déjà un peu entendu parler pour les uns les unes les autres ces derniers jours. Et Cyril est également docteur en sciences techniques et sociétés, qu'on appelle STS, on est un certain nombre dans ce champ ici, chercheur associé au laboratoire Histoire des technosciences en société du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. C'est à toi la parole, merci beaucoup. Merci beaucoup Mélodie. Je voudrais donc bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs et surtout organisatrices, il me semble, de l'événement et pour l'invitation aujourd'hui à partager un petit bout des travaux que l'association Sciences Citoyennes mène et notamment sur cette question de l'intermédiation. Donc nous on n'utilise pas ce terme-là, mais je pourrais en reparler un peu plus longuement après. Et donc je vais effectivement vous présenter un dispositif spécifique qu'on a essayé de concevoir pour outiller les pratiques de recherche participative telles qu'on les considère à Sciences Citoyennes. Donc je vais avancer un tout petit peu, je vais faire vite, la présentation a déjà presque été faite. Voilà, sur ma carte d'identité partielle, effectivement, donc je suis salarié de l'association Sciences Citoyennes, association qui a plus de 20 ans maintenant, qui a été créée donc, avec un objet large, mais assez clair de démocratisation, ce qu'on appelle l'appropriation citoyenne et démocratique des sciences et des technologies pour les mettre au service du bien commun. Donc ça, c'est un objectif large que l'association s'est donné. Et pour ça, elle essaie de le traiter avec des moyens modestes, mais malgré tout avec une volonté de faire pour avancer sur ce projet politique-là, avec du coup actuellement 190 adhérents au sein de l'association et une équipe salariée. On est 4-5 salariés actuellement en CDI. Et on a aussi le renfort de collègues en service civique actuellement, on en a 2 dans l'équipe. Donc l'association, et je vais passer très vite parce que je vous renverrai au site internet si vous voulez en apprendre davantage sur les différents travaux que l'association mène. En tout cas, elle s'est donné 5 axes pour traiter cet objet très large de démocratisation des sciences et des technologies, sur l'enjeu de la réorientation de la recherche et de la démocratisation des politiques de recherche, la responsabilité de la recherche et de l'expertise, le travail d'analyse critique du développement des technosciences. Un enjeu qui est pour nous fondamental, c'est de travailler le plus possible en réseau avec d'autres mouvements militants, associations, collectifs, syndicats et autres mouvements sociaux qui dépassent la seule question du champ, le seul champ sectoriel de la recherche scientifique. Puisque pour nous, la recherche scientifique, elle est au cœur de la société, donc elle peut traverser différents champs sectoriels. Et enfin, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'axe renforcer le tiers secteur scientifique. Je passe sur ma thèse qui a porté sur les pratiques de coproduction des savoirs et que j'assimilerai là à la notion de recherche participative qu'utilise Sciences Citoyennes. Ça a été évoqué, effectivement, on travaille dans l'association Sciences Citoyennes sur cet axe-là, donc au développement de la recherche participative, à la création sur les territoires et l'ancrage sur les territoires des boutiques des sciences, mais je vais aller assez vite là-dessus, et sur la notion de tiers secteur scientifique qu'on a développée à partir de 2003 pour travailler à la reconnaissance d'un espace de production de savoir qui était totalement délégitimé, selon nous, et qui pour autant est essentiel pour traiter les phénomènes complexes qu'on vit aujourd'hui, que ce soit des enjeux climatiques, sanitaires, sociaux, etc. etc.
Et donc cet espace, nous on l'a appelé cet espace de production de savoir, on l'a appelé tiers secteur scientifique, qui regroupe en fait les acteurs de la société civile non marchande, pour bien distinguer que dans cet espace-là, il y a une production de savoir qui est différente des savoirs qui sont produits dans l'espace scientifique public et dans l'espace de la recherche industrielle. Et qu'il était aujourd'hui nécessaire politiquement de faire reconnaître qu'on peut appuyer l'avenir de notre société, de nos sociétés, sur d'autres savoirs que les savoirs de la recherche publique, qui a montré ses faiblesses, ses fragilités, pour répondre au bien commun, et à la recherche industrielle qui ne vise pas du tout le bien commun. Voilà, je vais aller assez vite. Pour parler du dispositif tiers VR, je suis obligé de faire un petit détour sur ce qu'on entend à Sciences Citoyennes par recherche participative. Donc, j'ai déjà un peu évoqué ça hier, mais il y a peut-être d'autres personnes aujourd'hui. Donc oui, je reviens quand même sur ce que là je pourrais appeler le brouillard terminologique. C'est un constat qu'on fait dans les discours des acteurs, mais aussi dans la littérature scientifique qui s'intéresse aux pratiques d'implication de profanes, de non-chercheurs dans les processus de production de savoir scientifique. C'est qu'il y a une terminologie très vaste et en même temps très vague. On a du mal à saisir en fait dans les écrits, dans les discours, de quoi on parle véritablement comme pratique sociale derrière, de collaboration entre des chercheurs et des non-chercheurs. Donc ce constat-là, il se retrouve même sur la notion de science citoyenne, ou citizen science, puisqu'en fait le terme anglophone, il a deux origines. Et donc on tient un peu à remettre ça, à rappeler ça, parce que en fait le nom de l'association, il vient d'une compréhension particulière de citizen science qui est liée aux travaux d'Alan Irvine, un sociologue, et qui est assez différente de la définition qu'en donne en fait l'ornithologue Rick Bonnet, qui lui pensait la science citoyenne comme pratique de collecte de données réalisée par des citoyens, contrairement à Alan Irvine qui avait dans sa définition une dimension beaucoup plus politique et d'engagement politique à faire reconnaître la capacité des citoyens et citoyennes à produire du savoir sans la recherche scientifique, mais aussi la nécessité d'avoir cette collaboration entre la pratique de production de savoir en dehors du champ scientifique avec les chercheurs scientifiques, et notamment dans son ouvrage Citizen Science, publié en 1995, il évoquait le dispositif des boutiques de sciences comme un dispositif favorisant ce lien entre les deux mondes. L'enjeu pour nous, à Sciences Citoyennes, pour différencier les pratiques d'implication de la société civile non marchande dans les pratiques de production de savoir scientifique, c'est bien la question et la vigilance sur les degrés de participation des non-chercheurs à la recherche, la question de la contribution au bien commun et la nécessité que les processus, tout en produisant des connaissances scientifiques robustes, répondent à des véritables demandes du terrain. Et donc j'ai évoqué la validité scientifique. Et nous, on fait bien une différence entre recherche participative, qu'on entend comme coproduction des savoirs, avec ce qu'on peut aussi appeler science participative, qui représente plutôt des activités qui sont beaucoup plus développées, mais qui se caractérisent par une implication des non-chercheurs à des étapes très très limitées du processus de production scientifique, et notamment à l'étape de la collecte de données. Et ça, on le voit régulièrement, à l'usage notamment de smartphones depuis le développement des outils numériques, l'observation de la biodiversité par exemple, etc., qui sont des processus en fait qui sont totalement maîtrisés par les chercheurs. Et nous, à Sciences Citoyennes, on considère que c'est dangereux de laisser les seuls chercheurs définir sur quoi la recherche scientifique doit porter. Il faut que j'aille plus vite. Je reviens sur l'ouvrage qui est... que j'ai évoqué aussi hier, mais qui est pour moi important, et que j'ai utilisé dans ma thèse pour la notion de coproduction des savoirs, et qui est aussi central, je pense, pour les travaux de Sciences Citoyennes. C'est l'ouvrage « Agir dans un monde incertain », essai sur la démocratie technique de Michel Callon, Pierre Lascoum et Yannick Barthes, qui reviennent un peu sur ces enjeux-là, de définition un peu des pratiques de recherche participative comme processus de collaboration entre chercheurs scientifiques et acteurs de la société civile non marchande, que nous on appelle tiers secteur scientifique, mais que ce soit une collaboration qui intervienne à toutes les étapes de la recherche, avec une double finalité que j'ai déjà évoquée, la production de savoirs scientifiques originaux, mais aussi répondre à des véritables demandes sociales. Je fais vite. Et bon, j'ai mis une échelle, c'est dans les travaux d'Einstein, donc déjà dans les années 69-70, on considérait que la participation citoyenne, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans les politiques publiques, il fallait faire très attention au phénomène de manipulation de la participation,
Et donc, il y a des échelles, il y a des niveaux d'engagement et d'implication qui se cachent en fait derrière le mot participation et qui en fait n'ont pas du tout la même dimension politique selon l'intensité de la participation, de la collaboration entre les chercheurs et les non-chercheurs. Je vais très vite, j'ai déjà évoqué ça. C'est une chronologie un peu des travaux. Voilà, j'ai essayé de résumer un peu les travaux que Sciences Citoyennes mène sur la recherche participative depuis sa création, depuis 2002, donc elle a surtout commencé à partir de 2003. Évoquer surtout, parce que c'est un lien aussi avec le dispositif tiers veilleur, qu'on a à partir de 2018, à partir de 2016, on a travaillé avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, qui est rattachée au ministère de la Transition écologique, dans le cadre d'une convention pour créer un dispositif de soutien à des projets de recherche participative. Et on a créé un dispositif qui s'appelle CO3, Co-construction des connaissances, qui a déjà lancé 3 appels à projets, donc qui est porté, donc nous on anime en tant que structure associative, on anime le dispositif, et il est porté par l'ADEME avec d'autres financeurs privés, la Fondation de France notamment, la Fondation Charles-Paul Meyer pour le progrès de l'homme, et 2 autres fondations. Je vais très vite là-dessus. N'hésitez pas à aller chercher les informations sur notre site ou sur Internet. Et dedans, on a réussi à proposer, et ça a été accepté, que tous les projets de recherche participative soient accompagnés du dispositif tiers veilleur, que je vais présenter après. Et c'est aussi un dispositif d'accompagnement à la recherche participative, le dispositif tiers veilleur, qui a été intégré dans l'appel à projet de la région Bretagne, qui s'appelle Recherche et Société, qui a été lancé en 2021. Et à partir de mars 2022, on a établi un partenariat avec la région Bretagne pour contribuer à la mise en œuvre de leur appel à projet et l'animation de leur appel à projet. Donc on travaille aussi avec la région dans le cadre de son appel à projet, notamment sur la question de l'animation des communautés, des porteurs de projets, des tiers veillants. J'en viens aux tiers veillants. Le dispositif. Donc on a récupéré la notion qui existait depuis 2010, puisqu'en fait c'est le ministère de la Transition écologique qui l'a créé, dans le cadre de son programme appelé Repère, programme qui visait à soutenir des projets qui n'étaient pas à ce moment-là appelés recherche participative, mais qui visaient malgré tout explicitement à soutenir des projets qui étaient coportés par des chercheurs de laboratoires scientifiques, laboratoires publics, chercheurs, chercheuses, avec des acteurs associatifs, et donc notamment des associations environnementales, puisque c'était le ministère de la Transition écologique, et donc l'enjeu était de soutenir des projets qui s'inscrivaient dans son champ sectoriel. Et donc le ministère a lancé 2 appels à projets pour expérimenter un peu, c'était reconnu comme une forme d'expérimentation, expérimenter ces projets, ce type de projet-là, mais en fait il s'est rendu compte que dans le premier appel à projet, il avait du mal à saisir ce qu'il était en train de soutenir. Je le fais très vite. Et donc, le ministère s'est posé la question de savoir comment il pourrait favoriser en fait, la mise en visibilité des processus qu'il était en train de soutenir et de pouvoir aussi regarder les résultats que ça pouvait produire. Et donc, il a mis en place, pour les projets qui étaient soutenus dans le 2e appel à projet à partir de 2010, ce dispositif tiers veilleur qui visait donc à favoriser la réflexivité des pratiques de collaboration au niveau des projets, mais aussi à favoriser aussi une visibilité au niveau du programme sur ce que ça crée comme dynamique de soutenir ce type de projet, donc aider à la capitalisation. Et en fait, à ce moment-là, le tiers veilleur était obligatoirement un chercheur ou une chercheuse en sciences humaines et sociales. Donc, les collectifs de recherche qui étaient soutenus par le ministère devaient identifier un tiers veilleur, une tiers veilleuse, chercheur, chercheuse en sciences humaines et sociales. Nous, Sciences Citoyennes, on a vécu ça puisqu'on était soutenus dans ce cadre-là en 2010. Donc on a vécu l'accompagnement d'une tiers veilleuse. Et à partir de cette expérience-là, et face au constat que on pouvait faire la promotion des pratiques de coproduction de savoir, de recherche participative, mais on se rendait bien compte de manière pragmatique que tout n'aboutissait pas véritablement à ce qu'on attendait comme résultat. Et que les bonnes volontés donc, ne suffisaient pas pour construire véritablement une recherche participative, qu'il fallait s'outiller pour ça. Et il fallait monter en compétences, puisqu'en fait les chercheurs ne sont pas formés à la recherche participative, chercheurs, chercheuses, les acteurs de la société civile non plus, et du coup ça nécessite et du temps de faire de la recherche participative, mais aussi de s'outiller et de trouver les bonnes manières de faire de la recherche participative, en sachant qu'il n'y a pas de modèle unique, que chaque projet
de recherche participative est unique et a sa propre dynamique itérative, quoi. Il va avancer au fur et à mesure de son processus vers des directions qui sont parfois pas insoupçonnées. Et donc il était pour nous nécessaire de renforcer en fait la collaboration parce que pour nous c'est ça qui va véritablement, c'est là où il y a un enjeu politique pour nous très fort, c'est que en fait les compétences de la recherche scientifique puissent nourrir un projet social, politique qui est porté par les acteurs. Et pour ça, pour que la collaboration puisse favoriser l'émergence de nouveaux savoirs utiles à la société civile, utiles pour le bien commun, il fallait s'assurer que la collaboration soit la plus intense possible. Et ça, c'était pas toujours le cas, parce que en fait, il y avait une mauvaise évaluation des moyens qui étaient nécessaires pour ça, parce qu'effectivement, il fallait quelques compétences d'animation que n'avaient pas forcément les porteurs de projets et les partenaires. Donc, on a pensé à expérimenter le dispositif Tiers Veilleur en lui donnant une nouvelle mission qui était de renforcer, d'accompagner les collectifs de recherche et de s'assurer que la collaboration puisse se faire tout au long du processus de recherche de la manière la plus intense possible, avec une vigilance sur les asymétries de pouvoir qui existent toujours dans des processus collectifs, de s'assurer d'un rééquilibrage maximal des asymétries de pouvoir et de s'assurer que l'annonce d'une reconnaissance de légitimité égale soit effective en fait dans le processus même de recherche et que la diversité des savoirs en présence bénéficie bien d'une reconnaissance de légitimité mutuelle. Donc on a expérimenté... D'accord. 2 minutes. J'aurais pris plus, mais je vais ouais, négocier. J'accélère. Donc on a expérimenté ça à partir de 2016. J'ai dit qu'on l'avait intégré dans le dispositif CO3. J'ai dit que la région Bretagne l'avait aussi emprunté pour le mettre dans son appel à projet recherche et société. On a essayé de travailler à l'identification de certaines missions, et c'est pas du tout exhaustif, mais en fait c'est dans notre rapport, on a publié un rapport sur le dispositif Tiers Veilleur qui est accessible sur le site internet de Sciences Citoyennes, publié en 2020. Voilà, je l'ai dit, c'était donc dans le dispositif CO3, on a intégré l'accompagnement Tiers Veilleur pour tous les projets en région Bretagne, je l'ai dit, je passe assez vite sur les caractéristiques. Ce que je peux ajouter, c'est que l'Agence nationale de la recherche a décidé d'ouvrir dans son dispositif Sciences avec et pour la société des appels à projets recherche participative. Et donc l'ANR s'est fortement inspiré de la définition qu'avait Sciences Citoyennes de la recherche participative et qu'on avait intégré dans le dispositif CO3. Et donc en s'inspirant fortement du dispositif CO3, co-construction des connaissances, l'ANR a introduit aussi dans ses appels à projets recherche et société le dispositif Tiers Veilleur. Et donc c'est aussi un dispositif qui est repris aujourd'hui dans d'autres cadres pour justement soutenir les pratiques de recherche participative. J'avais un exemple, puisque Sciences Citoyennes, au-delà d'un plaidoyer politique qu'on fait pour secouer un peu les institutions, faire accepter la reconnaissance et l'utilité politique de faire la recherche participative, et de mettre véritablement la recherche scientifique pas au service des intérêts économiques de certaines acteurs dominants, mais surtout au service des acteurs de la société civile non marchande et donc du bien commun. On a aussi essayé de tester ces outils-là, et notamment en étant nous-mêmes Tiers Veilleurs. C'est comme ça qu'on a commencé en fait en 2016, et on continue d'accompagner des projets aujourd'hui de recherche participative pour soutenir les collaborations et les collectifs de recherche qui mènent ces projets-là. Et donc là, on a un projet qui s'est terminé en 2022, qui était soutenu par le dispositif CASDAR du ministère de l'Agriculture, donc le projet Respect. Et donc, je peux parler de ce qu'on a fait, des outils qu'on a utilisés. J'en donne que quelques-uns. Des outils d'animation de notre intervention de Tiers Veilleur. On a utilisé une frise Petite Histoire, Grande Histoire. On a mis en place un atelier scénario sur 2 jours. On a réalisé une série d'entretiens avec l'ensemble des partenaires. Voilà, on a utilisé des jeux de rôle, méthode de co-développement. On a animé un comité qu'on a appelé intermétier, c'est-à-dire avec d'autres interlocuteurs qui n'étaient pas dans le collectif de recherche, mais qui étaient des publics pertinents pour l'appropriation des résultats du projet, les faire discuter du coup l'avancement du projet avec d'autres acteurs. Et bien sûr, on a suivi en fait la collaboration des différents partenaires que j'avais indiqués là, qui venaient de différents secteurs. Et en fait, du coup, on était présent à toutes les réunions du comité de pilotage mensuel, et on était présent à toutes les réunions
séminaires de 2-3 jours qu'on organisait de manière régulière entre 6 mois et 1 an, où on se retrouvait sur un lieu pendant plusieurs jours pour travailler. On était aussi présents à ce moment-là. Et c'est tout. Voilà. Je me rappelle. Merci Cyril, merci beaucoup. C'était voulu. Ouais. On te remercie déjà pour cette présentation. Pendant que vous changez de place, je vais glisser quelques informations en rebond avec ce que tu as dit. Simplement rappeler aussi que l'IFMA, donc l'Institut français du monde associatif, et la Fondation de France sont des partenaires de cette école d'automne. Ils nous ont soutenus, ils nous ont financés en partie. Donc c'est aussi grâce à elles et eux qu'on peut se rencontrer en ce moment. Vous avez des ressources en ligne, on l'a évoqué, mais je l'évoque d'autant plus que les présentations, puisque tu as passé des slides un peu rapidement, si certaines personnes sont un peu frustrées de ça, elles sont déjà en ligne. Donc vous allez sur le site reunis.org, dans l'école d'automne, il y a les ressources, et dans l'entrepôt, il y a déjà les présentations de ces 3 jours, donc vous pouvez tout à fait retrouver les éléments qu'on a peut-être passés un peu rapidement. Et troisième rebond, tu as évoqué des méthodes d'éducation populaire, petite histoire, grande histoire, on en parlait avec Jessica aussi hier. Il y a énormément de méthodes que vous pouvez mobiliser pour l'animation en intermédiation qui sont issues de l'éducation populaire. Et je pense aussi à Jacques Chevalier qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Et il y a un guide de l'animation des recherches participatives qu'on a mis en ligne également dans l'espace ressources, et vous avez plein d'outils. Mais bon, dans le milieu de l'éducation populaire, vous trouverez aussi énormément de choses. Donc voilà pour des pistes. Je prends pas plus de temps sur vos présentations. On rebondira sur des points que tu n'as pas eu le temps d'aborder dans tous les cas. Ensuite, dans nos questions, je vais présenter Hélène pour te donner la parole, que tu nous racontes un petit peu d'où tu parles et comment tu travailles à la boutique des sciences de l'Université Lyon 2. Donc Hélène, tu es docteur en géographie rurale et chargée de projet recherche participative à la boutique des sciences. Tu es issue d'un parcours à la croisée des milieux académiques et associatifs et tu accompagnes la boutique des sciences dans les démarches de recherche participative en lien avec les associations et mouvements sociaux du territoire. L'objectif de ces projets est d'expérimenter des formes d'articulation entre les savoirs produits dans les universités et ceux en provenance des acteuristes du terrain. À toi, merci. Merci beaucoup, et puis merci de me donner du coup l'opportunité un peu au pied levé de présenter ce que fait la boutique des sciences, et en particulier du coup je vais axer pas tant sur je vais présenter le dispositif dans les grandes lignes pour que vous ayez en tête ce qu'on fait, mais je vais essayer de me focaliser sur notre rôle à Morgane et moi en tant qu'intermédiatrice du coup, puisque c'était un peu l'objet de cette table ronde ce matin. Donc la boutique des sciences de Lyon, c'est vraiment un dispositif de médiation entre partenaires. Alors nous on dit un peu partenaires extra-académiques pour faire un gros paquet, et monde de la recherche. On a coutume de dire que c'est vraiment un dispositif de porte d'entrée, parce qu'on est conscient qu'on est sur des projets à petite échelle, mais on développe aussi aujourd'hui un rôle justement de tiers veilleur et d'accompagnement de projets plus conséquents, donc je vais y venir. En quelques mots vraiment très rapides, qu'est-ce que c'est qu'une boutique des sciences ? Puisque du coup vous avez compris que les boutiques des sciences existent aussi partout dans le monde, on n'est pas la seule à Lyon. Il y en a plusieurs en France, puis il y en a plusieurs dans le monde entier. On a un réseau francophone d'ailleurs aussi des boutiques des sciences. C'est quelque chose qui est né dans les années 70, notamment avec des origines plutôt nord-européennes et anglo-saxonnes, avec des modèles divers. Il y en a qui sont à l'intérieur des institutions, d'autres qui sont associatives, d'autres qui sont privées, etc. Mais avec toujours pour point commun les différents objectifs que vous voyez derrière moi. Notamment en bleu, c'est le socle commun du réseau Living Knowledge, qui est le réseau international des boutiques des sciences, que je vous conseille aussi de suivre. Et ils ont un site avec beaucoup de ressources aussi sur les recherches participatives. Bon, très, très anglophone, mais quand même pas mal de ressources. Et puis, on a ajouté aussi en tant que réseau francophone deux points communs aussi qui nous semblaient importants. C'était la volonté de croiser les types de savoirs et de co-construire les connaissances, et puis d'avoir des démarches qui partent systématiquement, et ça c'est quelque chose d'important, des questionnements des acteurs extra-académiques. C'est-à-dire que jamais nos projets ne partent de l'initiative d'un enseignant-chercheur ou d'un étudiant, d'une étudiante. Ça pourrait se discuter, on pourra en débattre, mais en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Peut-être pour vous dire rapidement comment on fonctionne, donc nous, on est vraiment sur l'accompagnement global de la démarche, donc amont, pendant et aval.
donc de A à Z, un accompagnement global avec financement, accompagnement aussi en termes de formation, etc. On part donc de la demande de l'association ou structure publique sollicitante. Alors je vais beaucoup dire association dans mon topo parce que c'est quand même notre public, nos partenaires majoritaires. On travaille aussi avec des petites collectivités territoriales, mais notre focus principal dans l'ADN de la BDS de Lyon, c'est vraiment le travail avec le monde associatif, et plutôt, si possible, des associations éloignées du monde de la recherche. Donc cette association nous sollicite, on réalise à ce moment-là tout un travail d'émergence, d'accompagnement à la problématisation, notamment au cours de ce qu'on appelle les ateliers d'émergence. Donc on organise des demi-journées où on invite les associations à discuter, à venir en fait avec leurs problématiques, avec leurs problèmes qu'ils ont dans leur association et la question qui se pose ou leur intuition, et nous on les amène à essayer d'en faire une question de recherche. Donc ça c'est vraiment un travail de dialogue, de faire accoucher aussi à l'association de la question. Donc ça c'est un rôle important de nous en tant qu'intermédiateurs, si on veut appeler ça comme ça. Ça c'est des slides un peu qu'on utilise par exemple pendant les ateliers, mais pour montrer que on explique qu'est-ce que c'est qu'une question de recherche, notamment que c'est un processus qui bouge, pourquoi c'est important, et puis qu'est-ce que c'est que une bonne question de recherche, c'est quoi la différence entre une question lambda et une question de recherche. On essaye d'éveiller à ça. Donc ça, c'est le travail d'émergence, d'accompagnement à la problématisation. On reçoit donc au cours de cet appel à projet animé par ces ateliers, on a reçu l'année dernière une 50aine de sollicitations et puis une 30aine d'associations qui sont allées au bout du dépôt, on va dire, d'un projet. Et puis notre comité scientifique ensuite, qui est composé d'une 40aine d'enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, se réunit. Il est interdisciplinaire, il a des critères liés notamment à l'intérêt scientifique du projet. Nous, on a des critères aussi en tant que chargé de projet sur la faisabilité et puis un petit peu la solidité quelque part derrière pour accueillir la démarche participative. Et donc ce comité choisit une dizaine, entre 10 et 15 projets par an. Donc on choisit le projet et ensuite on le transforme la plupart du temps en projet, en stage de recherche de Master 2. Ça arrive aussi qu'on en fasse plutôt des projets tutorés ou d'autres formats, des hackathons, des challenges, des choses comme ça. Ça va vraiment dépendre de la question, des ressources qu'on a aussi en interne. Alors à Lyon 2, du coup, qui est une fac de SHS, mais aussi chez nos partenaires des autres établissements de Lyon et Saint-Étienne avec lesquels on travaille. À ce moment-là, donc tous les projets, par contre, sont systématiquement co-encadrés, donc vraiment par la structure, l'encadrant pédagogique, et puis on ajoute aussi souvent un encadrant scientifique si on juge que c'est pertinent. Donc tout ça, ça aboutit à des résultats ou des nouvelles questions ou des réorientations ou en tout cas un résultat de ce processus de co-création de réponse à la question. Et puis nous, on s'occupe aussi d'essayer d'accompagner vers la diffusion de ces résultats ou de cette nouvelle question vers la communauté scientifique et vers la société civile, puisqu'on est aussi inséré, je ne l'ai pas dit, dans une direction sciences et sociétés, donc une direction de l'université qui est dédiée aux enjeux de médiation et de relations avec la société. Et puis on essaye d'accompagner aussi ponctuellement vers des suites via des projets et collaborations de recherche à long terme. Donc c'est vrai que certains projets, on se dit que ça vaut le coup d'essayer d'aller répondre ensemble à un appel à projet de l'ANR, de la MSA, bref, plein de financeurs. Et nous, on fait aussi ce travail d'ingénierie de projet et d'accompagnement. Donc ça donne ça sur 1 an et demi à peu près du coup d'accompagnement de la structure, on va dire, avec toute une partie qui est un peu invisible avant-après les stages, mais qui est importante et où on co-construit vraiment. Donc par exemple le recrutement des étudiants, on le fait systématiquement avec la structure. Enfin là, il n'y a vraiment aucune étape qu'on fait sans la structure. Ça peut-être j'en parlerai un peu plus tard si on revient vraiment sur les enjeux spécifiques de la médiation, mais du coup c'est vrai que ce travail d'accompagnement des projets, il nous amène à réfléchir sur la reconfiguration du rôle et de la place de la médiation, puisque du coup on est inséré dans un contexte, une direction qui est plus habituée aux questions de médiation classique, on va dire, de médiation scientifique. Et du coup j'avais réalisé un peu à la hâte ce schéma, en fait, d'après un schéma qui avait été fait par Marie-France Mifune, qui est sociologue, qui a travaillé sur les enjeux de médiation scientifique dans les sciences participatives, donc vraiment
voilà, pas dans les recherches participatives, mais dans les sciences participatives plutôt naturalistes et plutôt type crowdsourcing, voilà. Et moi, j'avais rajouté, du coup, j'avais trouvé que c'était intéressant ce qu'elle avait ressorti du rôle spécifique du médiateur, avec voilà, ces 4 compétences principales. Mais j'avais ajouté en rouge, voilà, en plus des choses qu'on fait en plus quand le projet va en plus dans la dynamique de la recherche participative. Donc on voit qu'il y a certes de l'animation et notamment la fonction d'animation du projet, mais que du coup dans cette animation il y a aussi assurer le lien en permanence et le travail commun entre les différentes parties prenantes qui, vous l'avez compris, sont un peu nombreuses dans les projets BDS. Il y a de la gestion de projet classique certes, de communiquer, de coordonner les actrices, etc., de faire participer les publics dans la collecte de données, mais aussi, là vous l'avez compris, dans les autres étapes, donc dans la formulation des hypothèses, dans l'analyse, etc., permettre la mise en œuvre et le financement notamment de la collaboration, faciliter la rencontre des parties prenantes en tenant compte de chaque enjeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas présent dans les projets juste de sciences participatives, mais voilà, qui est vraiment présent nous dans ce qu'on fait, vu qu'on essaye de faire de la recherche participative. Dans la conception de la médiation, pareil, on fait ça, on essaye de co-construire le protocole de recherche, de réfléchir à comment cibler les publics, rendre compréhensibles les enjeux, etc. Mais en plus, il y a tout ce travail en amont d'identifier et d'accompagner la demande sociale. Donc ça, c'est pareil, c'est un gros travail, une compétence un peu spécifique. Il y a aussi veiller à accompagner à la valo et l'appropriation des résultats. Donc ça, c'est sur la phase amont. Et pareil, c'est pas toujours le cas dans les projets de recherche classiques, on va dire. Et puis, il y a tout le volet enrichir en permanence ses connaissances et ses pratiques, se former. Voilà, Cyril l'a très bien dit, il y a un déficit de formation et puis on est tous et toutes là parce que voilà, c'est des enjeux aussi un petit peu nouveaux et il faut sans cesse qu'on vienne se former. Mélodie a dit un peu mon parcours, mais voilà, il n'y a pas de formation de médiation de la recherche participative, donc il faut apprendre un peu sur le tas et du coup essayer sans cesse d'enrichir ses connaissances, d'autant qu'on accompagne des projets voilà, sur des sujets extrêmement variés. Je suis géographe ruraliste, mais j'accompagne des choses sur vraiment plein de choses différentes. Et donc, voilà, même si le travail d'accompagnement ne nécessite pas de maîtriser le sujet du projet de recherche, puisque l'enjeu, c'est de maîtriser les méthodologies participatives, voilà, ça aide quand même de comprendre un petit peu de quoi les gens parlent autour de la table. Donc voilà, il y a l'enjeu de cultiver sa connaissance aussi des enjeux de la recherche, des enjeux des acteurs extra-académiques, donc se tenir aussi au courant de l'actualité du monde associatif, de l'actualité du monde de la recherche, voilà, des enjeux politiques autour de ça, etc. Et puis se former aussi aux méthodologies, Mélodie en a parlé, de l'éducation populaire, qui voilà, se renouvelle aussi sans cesse. Rapidement, donc, à partir de ça, donc, on s'oriente aujourd'hui vers un rôle aussi de tiers-veilleur dans des projets un petit peu plus conséquents. Alors moi, j'ai pas une belle slide comme Cyril nous a montré en très rapide, mais j'avais fait ça un peu pour expliquer notamment aux collègues qu'est-ce que je fais quand je suis tiers-veilleuse sur un projet. Et c'est un peu tout ça à la fois. Voilà, moi j'aime bien dire qu'on est à la fois médiateur, animateur, accompagnateur, passeur quelque part. On me dit aussi que ça peut être un rôle un peu d'entremetteur, de marieur, parce qu'en fait c'est aussi, nous on est sollicité par l'asso et derrière il faut qu'on trouve la bonne chercheuse pour travailler avec. Donc c'est vraiment ce rôle aussi d'entremetteur qui est important. Poil à gratter aussi, parce que c'est venir dire aussi qu'est-ce qui dans un projet dysfonctionne, venir peut-être ça fonctionne trop bien, voilà, venir peut-être regarder ce qui est sous le tapis pour que le projet aussi avance au mieux et de manière la plus équilibrée possible. On outille évidemment, voilà. Ça, c'est des exemples des missions de tiers-veillance qu'on s'est données, par exemple, là, dans mon cas, puisque je suis tiers-veilleuse dans une ANR qui s'appelle REPAE sur la question des tiers-lieux. Donc, c'est 3 ensembles principaux. C'est veiller à la qualité de la dimension participative, c'est apporter recul et réflexivité, et puis c'est faire du lien aussi avec la communauté des autres tiers-veilleuses qui existent en France. Donc ça, on essaye aussi de se mettre en lien et de commencer à construire une communauté de pratique et une communauté professionnelle. Donc pour vous donner des exemples, un exemple concret de comment ça se passe là, par exemple, sur ce projet de 2 ans, c'est prendre connaissance du projet, c'est réaliser des entretiens avec les différents partenaires pour établir notamment les attentes, les limites, les besoins.
c'est proposer des pistes méthodologiques d'accompagnement du projet, co-construire le planning, les étapes d'intervention. Voilà, en fait, le tiers veilleur, il va évidemment avoir des rôles différents dans chaque projet. On ne va pas pouvoir normaliser, formaliser vraiment un tiers veilleur, il fera tout le temps ça. Non, ça va dépendre évidemment de ce qui va ressortir du collectif comme besoin. Proposer des ateliers à différentes étapes et puis réaliser des synthèses et puis peut-être, je verrai, mais j'ai une envie en tout cas de construire un référentiel d'indicateurs pour le suivi en amont, pendant et en aval, pour veiller aussi au respect des engagements que les parties prenantes ont prises. Voilà, je vous ai mis juste le lien du site de la boutique des sciences de Lyon, où on a notamment des vidéos qui présentent nos projets, avec des témoignages d'étudiants, d'assos, de chercheuses qui ont participé. Nos mails à Morgane et moi si vous voulez en savoir plus. Et puis le lien aussi de la page du réseau des BDS francophones qui n'est pas hyper... il n'y a pas grand-chose dessus, mais ça vous permettra d'avoir un lien. Et n'hésitez pas à le rejoindre, même si vous n'êtes pas une BDS en tant que telle, mais si ce type de dispositif vous intéresse et que vous avez envie de rejoindre un réseau où c'est pas très lourd, on fait pas beaucoup de choses par an, mais l'idée c'est de se mettre en lien et d'essayer de se former, d'échanger nos problématiques concrètes surtout entre nous. Voilà. Merci beaucoup Hélène. On va avoir un petit temps de discussion entre vous, mais qu'on va élargir aussi à la salle, je pense assez rapidement, parce qu'en vous écoutant, vous avez très bien présenté effectivement vos métiers, vos contextes aussi d'exercice, et on a d'autres contextes d'exercice de métiers similaires de l'intermédiation, représentés avec les collègues de l'UNIL. Je vois Alexandre devant, il y a Clara bien sûr du Labo Citoyen aussi ici à Strasbourg, on a Morgane dans la salle, et d'autres bien sûr qui vont se sentir concernés. Donc je me disais, on pourrait peut-être discuter sur cette notion de métier. Vous avez donné un certain nombre de missions, d'enjeux. Moi, j'ai noté cette idée de veille à la collaboration, c'est-à-dire d'être toujours avec un mode d'attention particulièrement centré sur est-ce que ça se passe bien du point de vue des rapports de pouvoir, du point de vue de la co-construction, l'attention au commun, même d'un point de vue méthodologique, comment on assure que l'on fait commun dans le projet. Il y a la notion de lien qui est beaucoup revenue aussi, et ça, on l'a dit tout à l'heure, pour l'accueil et l'organisation, c'est souvent quelque chose qui est invisible, la qualité qui s'occupe de la qualité des conditions du lien et de la rencontre. Donc la question que je me pose là, il y a la réflexivité aussi que tu as citée là à l'instant. Je me pose la question de comment on fait comprendre, ou comment on parle de ces métiers nouveaux. Vous avez dit qu'il n'y a pas encore de formation à proprement parler pour ça, aux interlocuteurs et interlocutrices avec lesquels vous êtes justement en discussion. Et je pose du coup la question aux autres intermédiatrices et médiateurs de la salle. En même temps, on pourra, que ce soit par exemple des chercheurs, des chercheuses, des associations. Tu as évoqué la médiation classique. Comment on se comprend ou pas là-dessus aussi? C'est une question de toute façon qui revient souvent, surtout en ce moment en France, on a beaucoup d'appels à faire de la recherche participative et le milieu de la culture scientifique se positionne, donc il y a cette question-là. Et puis j'en ai d'autres pour éventuellement après, mais on peut peut-être commencer par là. Je ne sais pas si ça évoque des choses. Je sais pas si c'est une réponse à la question ou... Peut-être on commence juste un petit rebond sur si ça te dérange pas, et ensuite on ouvre avec les... Ouais. Alors c'est vraiment un enjeu intéressant en effet, parce que là on débarque dans des projets et on a des chercheuses et puis même des assos qui nous disent mais nous on fait de la recherche participative sans tiers veilleur depuis longtemps et ça pose pas de problème. Alors il y en a qui disent ça pose pas de problème et du coup à quoi vous servez, mais en fait la majorité ils disent plutôt c'est super parce que oui on sait qu'il y a des enjeux spécifiques, on sait qu'il y a des tâches et des rôles spécifiques que souvent c'est le chercheur qui se retrouve à les endosser et du coup ils sont super contents en fait d'avoir quand même une tierce personne qui arrive pour gérer ces dimensions-là et pour avoir un regard un peu extérieur et un soutien en fait. C'est vraiment, ils le vivent, en tout cas là dans le projet ANR que je suis, ils le vivent comme un soutien et quelque chose qui va leur permettre d'approfondir cette dimension participative et d'aller plus loin et de venir s'enrichir de d'autres méthodes dont ils n'ont pas l'habitude, etc. Et notamment là, moi, le projet dont je m'occupe, il y a certes le noyau principal, on va dire, de collaborateurs, donc où il y a une asso et des chercheurs, mais en fait, ils veulent surtout faire de la participation avec les tiers-lieux avec lesquels ils vont travailler, et là, je vais venir les outiller aussi, animer des ateliers, etc., pour qu'ils puissent faire participer au mieux les nouveaux partenaires. Donc du coup, la façon dont on en parle, oui, c'est essayer de montrer que
en fait, on va endosser des tâches qui sont pas forcément nouvelles, mais on va être là spécifiquement pour elles, et du coup, on va pouvoir approfondir un peu cette dimension-là. Et peut-être juste pour revenir sur la question de l'attention au commun et au lien, moi, une question que je me pose par rapport à ce métier, on va dire, c'est que c'est évidemment un métier du care, mais du coup, est-ce que c'est plus un care du process, ou est-ce que c'est plus un care des gens qui font partie du projet ? Et j'avoue que là, la frontière, elle est pas si évidente que ça, parce qu'en fait, on n'a pas envie de se retrouver non plus psy des membres du projet, donc c'est compliqué. Et en même temps, il y a besoin de ce soutien un peu, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident, voilà. Merci. Il y a Cyril, je ne sais pas s'il y avait Marc. Comme ça, tu peux peut-être nous dire 2 mots du collaboratoire aussi, par la même occasion, si tu es d'accord. Merci de me donner la parole. Marc Audetta, Université de Lausanne. Oui, si vous permettez, j'aimerais essayer en quelques mots d'élargir le débat pour peut-être mieux y revenir. Je veux dire par là, on a un thème qui est l'intermédiation. Si on est d'accord sur ce que ça veut dire, c'est que les acteurs de la société, les acteurs académiques, ils ne se mettent pas ensemble de façon spontanée. On a besoin de structures, de dispositifs pour rapprocher les choses et rendre possible des recherches participatives de multiples sortes. Donc, comme on est tous un peu sociologues dans cette salle, on va admettre qu'au-delà des intentions, du contenu du travail en aval dont vous avez parlé, donc des intentions, on a des dispositifs qui nécessairement influencent la production des connaissances elles-mêmes. Voilà. Donc, je trouve intéressant de comparer les dispositifs. Donc, vous avez parlé d'un modèle que je ne connaissais pas, en fait. Je ne m'étais pas penché sur le terme, je n'avais pas recherché quel était le rôle du tiers veilleur. Voilà. Mais merci pour cette explication. On a un modèle qui est différent, qui est celui de la boutique des sciences, même si vous utilisez le tiers veilleur dans vos pratiques. Au départ, c'est un dispositif qui est original et intéressant et qui a donné des résultats, tu es là pour en témoigner, Hélène, tout à fait intéressant, qui est une source d'inspiration pour nous à Lausanne. Et puis je dirais, il y a un troisième modèle peut-être, qui est celui du service aux collectivités de l'Université du Québec à Montréal, qui a plusieurs décennies d'expérience et qui a un modèle d'intermédiation encore différent. Voilà. Et moi, j'aurais aimé discuter de ces différences-là, tout en m'interrogeant sur ce modèle du tiers veilleur que j'ai de la peine à vraiment comprendre, à vraiment saisir quel est le contexte qui a donné ce rôle, ce terme, même si je partage entièrement les présupposés, les méthodes, les théories qui sont derrière, que Cyril a pu exposer. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long dans ma question, mais clair. Non, je suis d'accord qu'on aurait des discussions infinies sur les perspectives. L'entrée était très située, c'était un parti pris, mais effectivement, il y a Mélanie qui voudra réagir. Donc, je propose Mélanie. Cyril peut-être rebondira derrière. Merci. Oui, bonjour. Mélanie du service aux collectivités de l'UQAM. Donc, en fait, merci pour vos présentations. C'est super intéressant. Puis, c'est vrai qu'on peut avoir des débats sur les termes intermédiation, tiers veilleur. J'ai vu passer ça, puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant de prendre différentes notions. Puis, je pense que ça revient un peu à ce qui était dit hier, je pense, par toi, Cyril, sur, oui, les mots, mais c'est quoi les pratiques, finalement? Donc, parce que, finalement, nous, au service de collectivité, on s'appelle l'agent de développement, on dit qu'on fait de l'accompagnement, mais dans ce qui est décrit, je me retrouve beaucoup, puis on est en train de le documenter aussi, l'intermédiation. J'ai une collègue qui fait une recherche là-dessus présentement, donc... parce que c'est difficile d'expliciter ce qu'on fait. Il y a beaucoup de travail invisible. Hélène, tu parlais du care. C'est vrai qu'on en fait vraiment beaucoup des deux côtés, autant du processus que des personnes. Le nombre de personnes qui viennent pleurer dans nos bureaux, qu'on doit quand on travaille dans le partenariat à long terme, là, il faut qu'il y ait ces espaces-là, absolument. Bon, c'est pas toujours peut-être notre rôle, mais on est là pour ça. Bref... Donc, mais voilà, nous, c'est un rôle qu'on fait depuis longtemps, puis mais c'est bien que ce soit de plus en plus reconnu, puis peu importe le dispositif en place, finalement. Cyril, est-ce que tu veux rebondir ?
Oui, je peux. Oui. Enfin, j'aurais plein de choses à dire. Je vais essayer de faire court, rebondir sur 2-3 éléments. Sur la question du métier, nous, c'est pas une question qui nous intéresse tant que ça. La question du métier. Nous, notre projet, c'est un projet politique. On veut apporter une contribution avec nos moyens modestes et apporter notre pierre à la transformation et au bien commun. Et on considère que les savoirs issus de la recherche participative peuvent nous aider à ça. Et pour ça, il faut que la recherche participative elle soit faite avec une intégration complète des principes que nous, on considère comme les plus importants, c'est-à-dire attention aux asymétries de pouvoir et attention à ce que la diversité des savoirs elle soit reconnue en termes de légitimité pour travailler ensemble, pour être croisés. Et on considère que, du coup, il y avait un souci par rapport à ça. Dans les pratiques, il y avait parfois un décalage entre les volontés et les principes affichés et en fait la capacité à les mettre en œuvre, en fait, ces principes-là dans les pratiques concrètes. Et on a voulu développer en fait ce qu'on nous considère plutôt comme une fonction. Et après, avec la question qui reste pour nous totalement ouverte, c'est est-ce qu'elle est indispensable, cette fonction d'accompagnement ? Nous, on n'a pas la réponse à cette question-là, quoi. On a voulu surtout se dire que en fait il nous fallait s'assurer qu'on puisse considérer que la recherche participative était véritablement reconnue comme des pratiques utiles et nécessaires à la société qu'on voulait construire. Et pour ça, il fallait s'assurer que aussi les pratiques en œuvre ne décrédibilisent pas ce projet pour nous. Il fallait s'assurer que elles soient solides. Et donc, il fallait nécessairement outiller en fait les pratiques de recherche participative. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait tester ce dispositif-là, Sciences Citoyennes. Et en fait, donc, c'était cette fonction d'accompagnement et de renforcement, du coup, avec une attention très très forte à l'intensité de la collaboration, à la qualité du lien, de la collaboration. La question importante de savoir prendre le temps, de construire un langage commun, d'expliciter les intérêts individuels, parce que dans les projets de recherche participative, les chercheurs ont leurs intérêts, et chercheuses ont leurs intérêts propres, les acteurs et actrices de la société civile non marchande aussi. Il faut s'assurer que il faut s'assurer de la transparence de ces intérêts dans le processus de recherche participative, mais aussi s'assurer d'avoir aussi la possibilité de construire un intérêt commun pour mener cette collaboration-là. Et donc, nécessairement, il fallait aussi s'assurer que l'enjeu de la collaboration soit outillé. En fait, donc c'est plutôt une fonction, pas vraiment un métier. Effectivement, on fait le constat qu'il y a peut-être besoin d'une formation, mais en fait, nous, ce qu'on a voulu tester et qu'on a appelé tiers veilleur, parce que ça n'existait pas pour les pratiques de recherche participative telles que nous, on les définit. En fait, c'est des pratiques qui peuvent exister dans d'autres secteurs et milieux, c'est-à-dire aussi s'assurer d'une rencontre et d'un respect mutuel entre deux mondes qui parfois s'ignorent, parfois se méfient l'un de l'autre. Et donc, ces activités de médiation, d'intermédiation, elles se réalisent aussi dans d'autres secteurs que le seul champ de la recherche participative. Donc, il n'y a pas forcément une innovation extraordinaire à travers le tiers veilleur, parce qu'on peut reprendre des pratiques qui existent déjà, qui sont déjà menées dans le cadre de métiers, là, pour le coup, où il y a des formations, etc. Donc, pour nous, c'était important de développer cette fonction-là pour renforcer les pratiques de recherche participative. Et le contexte, pourquoi cette notion émerge, clairement, c'est pour ça que j'ai souri quand tu as posé la question, parce qu'on ne maîtrise pas ça du tout. C'est-à-dire que la mise en visibilité de la notion, nous, jusque récemment, on l'expérimentait dans des espaces très 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 restreints qui étaient les deux dispositifs qu'on a créés et qu'on a accompagnés, c'est-à-dire le dispositif CO3, co-construction des connaissances, qui soutient des projets de recherche participative et qu'on a créé en 2018 avec l'ADEME et les autres fondations, je l'ai déjà évoqué. C'est un dispositif qui est testé aussi au niveau de la région Bretagne dans son appel à projet recherche et société. Et c'est un lieu où nous, effectivement, on accompagne, on a notamment pour mission de former les tiers veilleurs et d'accompagner, on va dire, la dynamique de communauté des tiers veilleurs là. Mais c'est encore des espaces d'expérimentation. Nous, aux Sciences Citoyennes, aujourd'hui, vous tapez ça sur Internet, tiers veilleurs, il n'y a que nos travaux qui ressortent. Et c'est pas pour autant qu'on est expert, en fait. C'est juste qu'on était en train de tester le truc. Donc il faut être hyper humble en considérant que on n'a que des questions et absolument pas de réponse sur
comment faire, que faire, pourquoi faire. Aujourd'hui, voilà, j'ai des éléments de réponse du point de vue de sciences citoyennes, mais aujourd'hui, on a aussi besoin de différents espaces pour tester ça. Et le contexte de mise en visibilité, c'est l'Agence nationale de la recherche, c'est-à-dire le guichet financier de la recherche scientifique en France, qui a emprunté le terme sans le maîtriser, très clairement, qui a fait un copier-coller dans son texte d'appel en remettant et en imposant aux porteurs de projets un dispositif que personne ne connaissait en l'appelant tiers-veilleur. Donc effectivement, ça a mis en ébullition une communauté de porteurs de projets, chercheurs, chercheuses ou acteurs de la société civile, qui se sont dit, bon, si on veut répondre à l'ANR, on est obligé d'avoir ce dispositif-là, et on ne sait pas ce que c'est, quoi. Faut qu'on en parle. Voilà. On va avoir un troisième temps dans cette table ronde qui va revenir à la première proposition du premier jour, à savoir, on va vous faire vous tourner les uns les unes vis-à-vis des autres, avec vos voisins, voisines. Parce que là, en fait, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était de partir de 2 exemples très situés, comme vous avez compris, d'en comprendre un peu le contexte, l'ancrage, la conception, soit en termes de métier, soit en termes de fonction. Je trouve que c'est intéressant de le penser comme ça. Et qu'on puisse maintenant vous rejoindre là où vous êtes, vous. Concrètement, maintenant, la question que moi je me pose, c'est comment est-ce que, pour les jeunes chercheuses et chercheurs, ça fait écho ce qu'on vient de se dire. Est-ce que vous avez l'impression, du coup, que vous devez assurer toutes les fonctions? Est-ce que ça crée un besoin de formation? Est-ce qu'au contraire, vous savez déjà où puiser les ressources en termes de méthodologie? Enfin, ce genre d'échange-là que vous pouvez avoir ensemble. Et ensuite, on fera un retour, comme le premier jour, de plusieurs groupes en plénière, si ça vous convient. Et du coup, Cécilia, si je sais pas, tu voulais intervenir juste avant qu'on fasse ça. Je voulais juste parler de Tissage, de la plateforme de recherche participative, donc mise en place à Rennes dans le cadre du label SAPS. Donc nous, on existe depuis 1 an, tout juste. Moi, je suis d'accord avec Cyril. Je pense que le métier de l'intermédiation, c'est un métier de l'accompagnement, avec les méthodologies de l'accompagnement, et donc qui puissent dans l'éducation populaire, qui puissent dans le travail social, qui demandent de l'écoute quand les personnes pleurent dans le bureau, etc., etc. Mais c'est un métier dont l'univers académique a cruellement besoin. Au-delà de l'accompagnement des projets et du fait que les acteurs de la société civile viennent nous voir en nous disant on ne sait pas à quelle porte frapper, l'université c'est compliqué, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc comme pour la boutique des sciences, il y a ça, mais il y a aussi tous les doctorants, etc., ou même les enseignants-chercheurs qui viennent nous voir en nous disant j'aimerais bien faire du participatif, mais je ne sais pas comment. Et voilà, j'ai besoin qu'on parle de mon projet, etc. On fait des symposiums aussi à Rennes au-delà de l'accompagnement, et il y a tous ces chercheurs qui ont besoin de parler de comment on fait le métier de la recherche, au-delà des résultats de la recherche. Et c'est quoi notre petite cuisine? Comment on parle avec les acteurs, etc., etc. Et donc, nous, on se rend compte qu'en 1 an, on est beaucoup sollicité, à la fois comme centre de ressources, comme accompagnateur en intermédiation. Et puis, on se rend compte qu'il y a un réel besoin. Et par rapport à la question que tu posais, Mélodie, il y a aussi une importance politique de soutenir ces actions-là, parce que voilà, on est tous sur des appels à projets, sur des labels, etc. Et donc, ce sont des métiers dont on a besoin, et donc il y a l'importance politique de les soutenir aussi. Et je pense qu'il est aussi essentiel d'en parler. Voilà. Merci. Du coup, je vous renvoie la question. Comment vous faites en tant que jeune chercheuse et chercheur avec ces problématiques d'accompagnement? Est-ce que vous êtes vous-même accompagnateur, accompagnatrice? Et est-ce que vous êtes accompagné? Où sont vos ressources? Quelques minutes d'échange, à peu près 7 minutes. Et ensuite, on revient à la plénière. Donc on va reprendre l'échange à l'échelle de l'ensemble de la salle, si vous le voulez bien. On se disait je me permets de parler en nos noms à nous tous les 3. On voulait vous proposer pour les retours de vos échanges en petits groupes d'avoir une attention particulière à la diversité géographique, qui est la qualité et l'intérêt aussi de notre rencontre. Donc si on peut varier aussi depuis où nous sommes en train de parler, ça nous importe beaucoup. Et on voulait rajouter une autre proposition, c'est que si des personnes n'ont pas encore parlé et souhaitent le faire dans le grand groupe, puisqu'on a eu 3 occasions déjà, mais s'il y a des voix qu'on n'a pas encore entendues, on sera heureuse de les écouter en priorité. Voilà. Est-ce que quelqu'une ou quelqu'un a envie de raconter les réflexions que vous avez eues, témoigner de peut-être d'étonnement, de choses qui grattent? Oui, merci.
bouton. Bonjour, je suis ravie d'être là et de participer vraiment à ce congrès, parce que vraiment je me sentais très isolée à Lyon. J'ai connu la boutique des sciences ici. Vraiment, je sors d'ici avec ma valise pleine d'idées, mais j'étais étonnée un peu pour une certaine absence d'engagement de l'université avec l'enseignement basique, avec l'école élémentaire, les collèges, les lycées. Je pense que c'est intéressant de les former, les enfants aussi, à être des possibles chercheurs et enquêteurs de leur propre société. C'est ça. Merci. Merci. Je ne sais pas si un retour là-dessus. Oui. Oui. J'avais une question qui part dans le sens de celle de Mac. On a vu le modèle québécois avec le service aux collectivités et on a le modèle que vous nous présentez où ce sont les citoyens qui viennent vers vous. Et ceux-là qui essaient de s'organiser autrement, qu'est-ce qu'on en fait d'eux? Est-ce que nous ne sommes pas en train de laisser une partie des gens qui ne viennent pas, qui s'organisent eux-mêmes autrement? Et aussi, j'ai une question qui est à l'endroit d'Hélène. Lorsqu'ils viennent avec le projet, que vous essayez de re-questionner le projet, de le reformater, est-ce que ce n'est pas une façon de pouvoir les faire basculer dans la recherche en tant que telle? Parce que est-ce que ce n'est pas une domination de la recherche universitaire sur ceux qui viennent? Parce que vous reformulez carrément la question. Donc voilà un peu. Alors on la formule pas tout seul, hein. On travaille avec l'asso pour la formuler ensemble. Oui, mais alors après oui, c'est faire rentrer dans le moule académique la question avec laquelle ils viennent, mais en fait, est-ce qu'il y a pas... nous on essaye de faire de les amener, enfin de faire de la recherche ensemble, donc en fait il faut quand même faire de la recherche à un moment. Oui, mais... Il faut quand même une question de recherche. et oui, je suis d'accord, la recherche c'est plein de normes et tout ça, et il faudrait... Mais à ce moment-là, on fait de l'éduc-pop, et enfin voilà, pas de souci. Moi, j'en fais d'autres espaces de ma vie, et tout le monde n'a pas besoin de faire de recherche, et j'aspire pas à ce que toutes les assos viennent un jour à la BDS, mais quand elles viennent, on essaye de leur proposer, enfin c'est ça notre valeur ajoutée en tant qu'université et de service public de la recherche, c'est qu'on essaye de leur proposer de venir avec nous cheminer dans le cadre de la recherche universitaire. En gros, ils doivent accepter de venir avec vous, quoi. Ah bah oui, mais ils viennent volontairement en fait. Donc oui, ils viennent. Après, s'ils viennent, mais des fois ils viennent à l'atelier d'émergence, ils nous voient présenter, enfin ils se disent ok, alors donc va falloir quand même s'engager dans un processus de recherche. Bah en fait en fait ça nous dit pas, puis on les revoit jamais, puis c'est pas grave. Enfin en fait, je veux dire, c'est pas une réponse universelle la recherche à tout. Enfin il y a d'autres façons de. Après on fait aussi un travail de mise en lien, enfin je veux dire, des fois ils viennent nous voir, la réponse ce sera peut-être pas la recherche, on leur propose de contacter tel autre asso, tel organisme qui accompagne les assos à faire des choses, enfin voilà, on est aussi une mayonnaise, enfin un fluidifiant social aussi, dans ce sens-là quoi, je sais pas si ça répond, mais oui, ça pose des questions de domination puisqu'on impose notre cadre. Ouais. Pardon, il y a 2 rebonds du côté donc de Christian Abogli et de Sambou Ndiaye. Il y a Julia, il y avait Morgane, et peut-être après, on va voir si on a le temps après. Alors nous, on est un groupe critique, on va dire ça comme ça, et l'équivalent, parce que depuis qu'on est arrivé, je pense qu'il y a un groupe qui s'appelle La France Insoumise ici, fait que on est peut-être, ressemble un peu à cela, parce qu'on avait quelques questions et interrogations. Le tiers veilleur, on s'est demandé si... on s'est interrogé même sur le fait d'avoir un tiers veilleur et la nécessité du tiers veilleur, dans le sens où on s'est demandé s'il ne s'agissait pas de surveillants qui étaient là pour s'assurer que tout fonctionne selon le dogme requis. Ensuite,
on s'est interrogé sur l'expertise du milieu. Qu'est-ce qu'on fait de l'expertise du milieu, quel qu'il soit? Et troisièmement, qu'en est-il des intérêts des parties prenantes? Parce que tout le monde, quelque part, a un intérêt quelconque. Et donc, qui gagne quoi dans tout ce processus? Et je m'arrête là, peut-être que Sambou a... On va faire effectivement toutes les questions et ensuite toutes les réactions. Hop, on continue avec la France insoumise. En fait, je pense que le tiers-veilleur joue un grand rôle pour réduire l'asymétrie de compétences et l'asymétrie de pouvoir entre le chercheur et les autres catégories d'acteurs. Je pense que c'est très important parce que des fois, on a l'impression que c'est le chercheur lui-même qui joue ce rôle de tiers-veilleur. Mais il ajoute à la complexité. Parce que lui-même, quelle légitimité il a? Est-ce que quelque part, il n'est pas de quelque part lui aussi? Est-ce que quelque part, il n'est pas l'arbitre, le surveillant? C'est intéressant, mais ça ajoute à la conflictualité. Julia. Hop. Oui, mais alors, ça va un petit peu dans le sens, je crois, ça, une remarque sur le premier point, mais en fait, bon, on centre le débat beaucoup sur cette question ici de l'étiquette, en fait, tiers-veilleur, mais c'est une façon aussi de penser, alors l'intermédiation ou la médiation, incarnée humainement uniquement. Donc la question des médiations, telles qu'elles vont être aussi en jeu dans tout un ensemble de types de formats, de manières d'écrire, voilà, qui sont complètement ici éloignées. Parce que la question, c'est vraiment centré sur celle de l'accompagnement. Moi, nous, dans le petit échange qu'on a eu, et ce qui me venait, c'est que y a un imaginaire du neutre ou de la neutralité qu'il faut bien à un moment pouvoir penser aussi. Et le risque, en fait, enfin en tout cas dans le fait de se dire il faut nécessairement voilà, cette étiquette-là et cette personne incarnée dans un extérieur à la recherche ou aux associations, parce que c'est les exemples là qui ont été pris. Il y aurait l'idée qu'effectivement, il n'y a pas... voilà, on parlait de dogme, je ne sais pas si jusque-là, mais en tout cas des manières de savoir ou de penser le savoir qui sont déjà de toute façon... vous voyez, le neutre, ça n'existe pas d'une certaine manière. Donc je crois que... Voilà, et donc c'est intéressant parce que ça nous amène aussi à assumer, je pense, dans les pratiques, je pense aux jeunes doctorants, doctorantes ici qui ne sont pas forcément accompagnés d'intervieweurs, mais à assumer aussi justement d'où on parle et puis comment et de penser, d'expliciter aussi les manières de savoir qu'on mobilise dans ces temps de inter. Voilà. Oui, vas-y. De notre côté, on a parlé d'une des fonctions un peu plus spécifiques et on s'est questionné autour de la question du care, donc l'aspect plutôt relationnel des tiers-veilleurs, des agentes de développement et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une différence de conception entre le travail du care tel qu'il est conçu ou compris au Québec, à Montréal, qui inclut le travail relationnel et le travail émotionnel, justement, tandis qu'il semblait y avoir cette différence où en France, on passe un peu la guenille là-dessus et on différencie complètement le travail émotionnel et le travail de care. Enfin, c'était ce qui était dans nos discussions. Merci. Morgane, est-ce que tu voulais encore... Oui. Alors, oui. Après, du coup, j'ai un complément à la réponse d'Hélène à la question qui était posée à côté. Donc, c'est un peu en différé, mais effectivement, le biais qui est un peu inhérent à ce type de dispositif d'accompagnement, c'est le fait de reposer sur le volontariat. Donc, effectivement, c'est des groupes et des associations qui sont volontaires pour participer. Et tous les gens qui bossent dans le domaine de la participation savent en général qui participent, par exemple, aux concertations autour des projets urbains, etc. On sait qu'il y a des biais à cette participation-là. Après, la question, c'est quelle stratégie, nous, on est capable de mettre en œuvre et quel temps de travail, de présence dans des réseaux aussi associatifs on est en capacité de dégager pour faire émerger aussi des choses qui n'auraient pas émergé dans certains réseaux associatifs. Et la semaine dernière, je discutais avec quelqu'un qui faisait un projet de recherche participative avec des détenus. Évidemment, les détenus, ils viennent pas à la boutique des sciences pour faire un projet, on est d'accord, mais du coup, il y a des associations de représentation de détenus ou de personnel, de travailleurs sociaux qui travaillent au contact des détenus,
qui peuvent venir à nous, et ça a été le cas d'ailleurs cette année, et après c'est comment on construit le projet avec ces personnes-là et qui on met autour de la table. Et du coup j'en profite pour peut-être livrer une piste d'interrogation qu'on a eue dans notre groupe, qui était moins un groupe de jeunes chercheurs, je ne veux pas critiquer les gens de mon groupe, mais un groupe de chercheurs ou d'accompagnateurs de la recherche, et on s'est interrogé sur le tiers veilleur en tant qu'effort d'explicitation des compétences et des facettes aussi de l'accompagnement dont on a besoin dans un projet, avec cette idée que, en tout cas ça c'est mon avis, je ne sais pas si le tiers veilleur il existe, c'est peut-être pas une nouvelle espèce, mais c'est un effort pour rendre visible des choses qui étaient faites ou qui étaient prises en charge de manière implicite par différentes personnes dans le cadre des projets. Donc peut-être faut moins le prendre comme un modèle et un métier que comme cet effort d'explicitation-là. Merci Rokhaya. Ensuite, on reviendra un petit peu à la tribune et ensuite on ira à la pause. Voilà, je vais faire une toute petite comparaison entre la boutique des sciences et tiers veilleur pour pouvoir poser ma question. Donc, la boutique des sciences, c'est sûr qu'ils accompagnent en amont, pendant et en aval les porteurs de projets. Mais pour les tiers veilleurs, j'ai suivi l'atelier hier, j'ai voulu comprendre, j'ai un peu compris. Mais je voudrais savoir, est-ce que c'est le porteur de projet qui demande, qui sollicite, comment dirais-je, l'accompagnement, ou est-ce le scientifique, ou bien, même si c'est l'un des deux, quelle est sa posture, comment il se positionne pour pouvoir mener à bien le projet, et jusqu'où son accompagnement va. Merci beaucoup. On va avoir encore 5 minutes de réponse parce qu'on ne va pas prendre trop de retard. Donc voilà, le défi est pour vous de répondre en 5 minutes. Merci pour le défi. Merci pour vos commentaires et questions précieuses, parce que je l'évoquais, il faut que je le redise, avec toute l'humilité qu'il faut pour ça. Nous, on expérimente surtout, quoi. L'idée à Sciences Citoyennes, c'est de créer des espaces où on considère qu'il y a des besoins et qui ne sont pas testés, qui ne sont pas réfléchis, qui ne sont pas pensés. Et en fait, du coup, là, vous répondez totalement à l'enjeu pour nous de créer ces espaces-là, parce que nous, c'est pas notre métier d'être tiers veilleur, c'est pas notre métier de faire l'intermédiation. On est plutôt dans le plaidoyer politique. Et on considère que malgré tout, il faut qu'on mette les mains dans le cambouis quand on considère qu'il y a nécessité à ce qu'il y ait des trucs qui existent et que c'est pas fait. Je prends un seul exemple. On travaille depuis 20 ans à la protection des lanceurs d'alerte dans le champ scientifique. Mais on est une toute petite association, on n'a jamais eu les moyens de nos ambitions, parce qu'on est utopiste et que voilà, on a beaucoup d'ambitions mais peu de moyens. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi avec d'autres organisations de la société civile en France à créer une structure spécifique pour ça, on a réussi à créer en 2018 et qui s'appelle la Maison des lanceurs d'alerte. Donc il y a des enjeux où en fait c'est pas vraiment à nous de le faire, on considère qu'il y a d'autres acteurs pour le faire. Néanmoins, quand ça n'existe pas encore, on fait en sorte que ça devienne, que ça existe. Donc l'accompagnement tiers veilleur, encore une fois, est-ce qu'il doit exister, est-ce qu'il ne doit pas exister ? Bon, nous on se pose pas trop ces questions-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin que ces questions-là existent. Maintenant, nous on répond à un besoin qui est évident, c'est-à-dire renforcer les pratiques de recherche participative. On a testé, donc encore une fois, c'est une expérimentation le tiers veilleur. On a utilisé ce mot, c'est peut-être pas le bon. Encore une fois, nous on dépose pas de brevet, ce mot nous appartient pas, c'est même pas nous qui l'avions créé, donc c'est peut-être pas le bon mot et on l'entendra tout à fait. En revanche, sur les différents enjeux, je vais essayer de revenir à certaines questions qui ont été posées, notamment sur... Il y a une question qui revient régulièrement, c'est de savoir c'est qui le tiers veilleur par rapport aux financeurs, par rapport aux bailleurs, parce que les collectifs qui se voient imposer le tiers veilleur, parce qu'il y a des appels à projets, donc je les ai évoqués, le dispositif CO3, co-construction des connaissances, le tiers veilleur était imposé aux collectifs de recherche, mais ça c'était transparent, c'est-à-dire c'était déjà dans le texte d'appel à projet. Et récemment, le premier appel à projet de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, donc le premier qu'ils ont lancé sur la recherche participative en 2022, le tiers veilleur était aussi imposé.
Donc là, il n'y a pas de choix. C'est imposé d'en avoir un, mais les collectifs pouvaient choisir qui c'était. C'est ça, c'est imposé qui est l'accompagnement. Après, aujourd'hui, dans l'expérimentation, dans tous les espaces où on a créé, où c'est diffusé le tiers veilleur, c'est les porteurs de projet qui le choisissent, pour l'instant. Il se trouve que moi, quand j'interviens en tant que tiers veilleur dans un projet, l'enjeu pour moi en tant que tiers veilleur, c'est que tous les partenaires d'un projet considèrent que j'interviens pour eux aussi au niveau individuel. Et en général, moi en tant que tiers veilleur, je suis sollicité comme les autres tiers veilleurs par cooptation. C'est-à-dire que c'est bien un partenaire dans un collectif qui nous connaissait, qui nous a identifiés, qui est venu nous chercher. Et donc là, il y a une asymétrie très forte. C'est que en fait, il y a déjà un lien entre le tiers veilleur et un partenaire, mais pas forcément avec les autres. Donc du coup, moi, en tout cas, quand j'interviens en tant que tiers veilleur, la première action que je mène, les premiers outils, notamment que j'ai évoqués tout à l'heure trop vite dans la liste d'outils, c'est de réaliser des entretiens individuels avec tous les partenaires du collectif que j'accompagne. Au début du projet, pour aller vite, au moins pour 2 objectifs principaux, c'est que, ils m'identifient, moi, ils comprennent mon rôle, ma fonction, pourquoi j'interviens, parce qu'en fait, quand on rédige un projet, tous les partenaires tiennent pas le stylo de la même manière ou avec la même intensité. Donc il y a des partenaires qui découvrent un peu le projet quand il y a le financement, qui savent pas très bien quelle fonction ils vont avoir dans le projet, c'est à renégocier au lancement du projet, et qui découvrent un peu qu'il y a un tiers veilleur, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas qui c'est. Il faut que je fasse pardon. L'enjeu, c'est aussi d'intervenir et de s'assurer que du coup tous les partenaires du projet identifient le tiers veilleur et créent un lien direct avec le tiers veilleur, enfin avec moi, en tout cas pour qu'ils comprennent que je peux être... ils peuvent me saisir de manière individuelle pour discuter avec moi de la question de la collaboration dans leur collectif. C'est un enjeu aussi pour moi de découvrir aussi à ce moment-là, au moment du lancement du projet, où ils en sont, quelles sont pour eux la compréhension qu'ils ont de leur propre rôle, de la compréhension des rôles des autres partenaires, comment ils envisagent la collaboration avec les partenaires du projet, et aussi où ils en sont de leur appréhension, compréhension, crainte par rapport à la pratique de la recherche participative ou expérience. Et tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension, n'a pas la même définition de ce que doit être la recherche participative. Et ça, il faut l'expliciter aussi au moment du début et que ce soit discuté au moment du lancement du projet. Quand tu parles des parties prenantes, tu parles indifféremment, là, dans la manière d'en parler maintenant, des scientifiques et sociétés civiles. Pour répondre aussi à la question de Rokhaya, est-ce que c'est plutôt un des types de parties prenantes qui vient vers vous d'abord? Est-ce qu'il y a une dissymétrie ou est-ce que c'est... qui vous saisit, comme tu disais juste à l'instant? En fait, là, je pense que j'ai pas fait une étude, j'ai pas objectivé ça, mais en tout cas, au moment où l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, a ouvert son appel à projet avec une injonction à l'accompagnement tiers veilleur pour les projets de recherche participative, il y a aussi un biais au départ, c'est qui a l'habitude de surveiller les appels à projets de l'ANR, c'est quand même plutôt la communauté scientifique. Donc ceux qui ont découvert avec frayeur que pour déposer, il fallait obligatoirement un tiers veilleur, un truc qu'ils ne connaissaient absolument pas, c'est plutôt des chercheurs qui sont venus, qui ont tapé dans un moteur de recherche sur Internet, qu'est-ce qu'était un tiers veilleur, ils sont tombés sur nos travaux et ils nous ont sollicité pour avoir des conseils, voire être accompagnés par nous. Donc là, c'était plutôt des chercheurs et des chercheuses, des membres de la communauté scientifique qui sont venus vers nous. Parce que les dispositifs étaient ancrés dans la communauté scientifique. Mais il peut y avoir aussi des associations qui s'intéressent, notamment par exemple dans le dispositif CO3, co-construction des connaissances, qui a une autre diffusion en fait, au sein d'autres espaces que la seule communauté scientifique. Là, c'est des associations qui pouvaient tout à fait être volontaires à déposer un projet et aller chercher les chercheurs pour ça, mais aussi aller chercher dans leur réseau une personne qui pourrait jouer ce rôle de tiers veilleur ou tiers veilleuse. J'ai joué le rôle de gardienne du temps en me tournant une dernière fois vers Hélène et ensuite vers Clara pour la suite du programme. Si tu as quelque chose à rajouter avant Oui, très rapidement. Alors c'est marrant parce que nous, c'est l'asso qui est venu nous chercher parce qu'il connaissait la boutique des sciences. Donc je pense qu'il y a différentes modalités aussi. Non, je voulais peut-être conclure en faisant le lien avec, en renforçant, je suis tout à fait d'accord avec ce que notamment Cécilia et puis les collègues québécoises ont dit, que
Ce qui est important, c'est peut-être plutôt les pratiques et que ça pose des questions professionnelles et politiques, ce qu'on vous a dit là ce matin, et notamment de lien avec l'univers de la médiation classique, à savoir une conception de la science très descendante. Le médiateur, il est là pour expliquer au grand public qu'est-ce que c'est les résultats de la science, et en fait on débarque dans ce paysage-là aussi où en fait on a, nous, plutôt les intermédiatrices, par exemple, si on décide de les appeler comme ça, des profils quand même très différents de ces médiatrices scientifiques classiques, et un rapport à la science qui est très différent. Et en même temps, ce monde-là de la médiation classique, ça les intéresse aussi. Moi, quand je vais présenter la BDS dans des réseaux type Amnesty de ce genre-là, ils se disent ah ouais, mais en fait c'est peut-être la médiation scientifique absolue, quoi, au carré. Enfin vraiment, c'est en fait il y a pas besoin de médiation quelque part dans ces projets-là, parce que comme on l'a co-construit, la connaissance, on n'a plus besoin de l'expliquer à la fin au grand public, puisqu'on l'a construit ensemble. Donc du coup, c'est... Bon, bref, voilà. Donc c'est une réflexion comme ça sur aussi à quel point ça fait évoluer les cultures professionnelles. Et puis peut-être vous dire que, voilà, vous, en tant que jeune chercheuse, ce qui était intéressant de peut-être vous dire ce matin, c'est se rendre compte que, en fait, ça peut exister et on a le droit de se donner la possibilité de rêver qu'on peut formaliser ces fonctions qui sont d'habitude des fonctions impensées, et que quand elles sont impensées, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts pour vous, ça fait des dégâts pour les acteurs avec lesquels vous travaillez. Et voilà, ça fait des dégâts sur l'idée même de recherche participative, parce que quand ça se passe mal, ça se passe mal pour plusieurs acteurs. Donc je pense que dans l'ambiance aussi actuelle de hype, on va dire, de la recherche participative, c'est important de se dire, ok, il y a ces fonctions-là, quelle que soit la manière dont on les appelle, quelles que soient les personnes ou les dispositifs qui les prennent en compte, mais que voilà, ils sont là pour moi, ils sont là pour préserver l'essence émancipatrice et contestataire aussi de ce type de recherche-là, et faire qu'elle puisse vraiment être dans la reconfiguration des rapports au savoir, et pas juste un nouveau tampon participatif sur des pratiques qui en fait resteront les mêmes. Et en fait, si on s'assure qu'il y a ces fonctions-là, elles peuvent pas être les mêmes, parce que voilà, il y a ces fonctions-là pour assurer qu'on bouge vraiment et que chacun bouge autour de la table, quoi. Merci beaucoup. On vous mettra en ressources, et c'est en rebond aussi l'intervention de Julia, un ouvrage collectif qui est paru aux éditions Sciences et Biens communs, qui s'appelle « Et si la recherche scientifique ne pouvait pas être neutre ?» Je mettrai en ligne dans les ressources. Merci aux intervenantes et intervenants, et à tout le monde pour les discussions. Merci encore.